J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir au sein du CRI. Et je remercie d'ailleurs les organisateurs pour le colloque et aussi de m'avoir donné la chance de présider cet atelier. Je vais tout de suite préciser les modalités de la rencontre. Vous allez avoir peut-être entre 5 et 7 minutes chacun. Logiquement, c'est 5 minutes. Mais j'avais assez peu de biographie. Donc, j'ai pensé que ce serait peut-être intéressant si chaque présentateur, en fait, chaque participant, panéliste, pouvait, en plus de faire le résumé de sa conférence en 5 minutes, rajouter quelques mots pour se présenter. Alors, je vais commencer moi-même par l'exercice. J'espère que je ne vous paraîtrai pas impolie. Donc, je suis Caroline Patias. Je suis professeure de sciences politiques à l'UQAM. J'ai écouté avec attention vos conférences et donc peut-être quelques questions pour chacun d'entre vous. Et après donc les présentations de chaque participant, chacun pourra poser des questions via le chat. Donc, n'hésitez pas à tout de suite commencer à souligner des points qui vous paraissent intéressants pour alimenter la discussion. Alors, il y avait un ordre dans les présentations, mais je pourrais laisser aussi le choix aux panélistes. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait briser la glace ? Moi, je peux être le briseur de glace si vous voulez. Bien, allez-y Stéphane. Alors, bonjour tout le monde. Écoutez, d'abord, j'espère que je suis Stéphane Pisani. Il se trouve qu'actuellement, j'ai mes enfants qui sont aussi à la maison et qui sont également sur le réseau. Et j'ai eu beaucoup de difficultés à me brancher. Donc, vous voyez quand même, l'émancipation de la technologie, c'est pas demain la veille. On est pris là-dedans. Puis, je suis avec l'éthique que je peux pas mettre une absence motivée à mes enfants, là. Alors, ça va être ça. Va falloir vivre avec. Moi, je travaille avec donc Luc Bress. On a travaillé sur ce projet-là, Catherine Glier-Vermande et Johnny Bogossian. Je pense si on est tout ensemble, c'est qu'on partage un petit peu l'idée que le concept d'émancipation a encore quelque chose à dire, hein, puisque c'est un concept qui date de l'Antiquité, hein, du droit romain, qui s'est chargé socio-historiquement. J'ai l'impression qu'on n'entend pas ça. Et que nous sommes… Est-ce que vous me recevez? Oui. Moi, je vous entends très bien. Je vous entends. Ok, et donc c'est ce que je disais donc au niveau de ce concept qui était chargé socio-historiquement et que nous ne sommes peut-être pas encore prêts à nous émanciper finalement de l'émancipation, du moins pas tout de suite, et que face à ces grands défis que nous traversons et auxquels nous devons faire face, l'émancipation, elle semble toujours utile et peut encore nous éclairer. Donc nous, on s'est intéressé à ce qui a attiré notre attention, du moins, c'est les organisations alternatives qui se posent comme, de plus en plus comme des tiers-lieux à mission puis sociale, de type justement maison familiale rurale, et qui ont justement pour vocation de participer, d'accompagner l'émancipation des personnes dans un contexte de population pour nous défavorisée. Alors, on s'est intéressé au problème de savoir comment celle-ci organise l'émancipation localement, quelle forme d'organisation peut contribuer à l'émancipation des personnes et quels sont les enjeux, comment elles y répondent, puis quelle trajectoire prend le processus d'émancipation à l'œuvre dans ce type d'organisation. Alors peut-être un petit truc réflexif, moi quand j'ai commencé aussi, mon ressenti au fur et à mesure de l'imprégnation des matériaux collectés, c'est que l'émancipation n'est jamais donnée, elle se construit, elle s'actualise à travers nos expériences et on comprend que dans nos vies, on n'en a jamais vraiment fini avec elle. Sans faire de mauvais jeu de mots, on ne capitalise pas sur l'action émancipatrice, puisque ce qui est fait, ça reste toujours à faire. Et je me suis même interrogé au niveau, sur ma propre condition, à savoir si même avec le meilleur accompagnement du monde, on ne s'émancipait pas depuis notre enfance d'une structure de domination pour finalement s'aliéner à une autre structure. Et ça me touche beaucoup parce que je suis actuellement doctorant et c'est quelque chose qui résonne beaucoup. Alors, un petit récapitulatif, c'est qu'on a pris, nous, le cadre théorique de la justice sociale de Nancy Fraser. Donc, elle fait, l'analyse historique des revendications des mouvements sociaux. Donc, elle essaie de comprendre un petit peu l'ensemble des dimensions sur lesquelles on doit chercher l'émancipation pour atteindre ce qu'elle appelle l'horizon ultime hein, de l'émancipation, cette parité de participation. Et donc,
l'idée d'amener les individus à pouvoir participer en tant que pairs dans toutes les arènes de leur interaction sociale. Alors, on a trouvé intéressante cette approche critique normative plutôt perspectiviste, hein, par sa pluralité. Il y a un apport tridimensionnel comme bon, l'économique, le culturel. On a perdu Stéphane. Oui. Son micro qui s'est Excusez-moi, refermé. j'ai coupé le micro de Stéphane parce en fait, j'ai fait couper tous les micros et il y avait Stéphane. Donc, j'essaye de retrouver Stéphane. Son problème, c'est que c'est un S et j'ai un tout petit ordi. Donc, excusez-moi, je descends jusqu'à Stéphane pour lui redonner son micro. Voilà, Stéphane, vous l'avez. Merci, merci. Il n'y a pas de censure, ça va. Alors, je disais donc, justement, là, on était donc à la dimension, je pense, économique et que bon, ça ne concerne pas uniquement l'accès et la redistribution juste des ressources, mais on s'est permis aussi d'envisager la dimension culturelle, hein, comme un ordre social autonome. On parle de normes, bon, de symboles institutionnalisés, de reconnaissance ou de déni, hein, de reconnaissance des identités, et puis aussi bon, la dimension politique avec l'accès au pouvoir, ses asymétries, et à la représentation même qui mènerait donc à cette parité de participation. Donc il y a tout l'aspect articulation aussi qui était également où elle nous met en garde sur un surinvestissement d'une dimension qui peut être problématique. Donc ça peut entrer en tension, ça peut aussi développer des synergies. Donc c'est ça, c'est ce processus d'émancipation évolue de façon dynamique et non pas linéaire. Donc les dimensions ne sont pas forcément cumulatives et donc ne se renforcent pas toujours mutuellement. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est ça, c'est comme ça en tout cas qu'on a compris, hein, et puis interprété la théorie de la justice sociale comme une question d'émancipation, parce qu'il y a toute la question du processus qui va permettre de conduire justement les individus à se libérer des structures marginalisantes et puis de faciliter cette parité de participation dans leur société, dans la vie sociale en général. Donc, ça reste toutefois relativement macro. Puis nous, ce qu'on propose finalement, c'est d'opérationnaliser en allant chercher les ressources dans les théories des organisations, surtout celles traitant des formes, si vous préférez, alternatives, dans un mouvement qui pense que l'organisation comme véhicule privilégié de l'action collective pour ces populations défavorisées. Alors, je ne vais pas revenir sur le cas, on s'est intéressé donc brièvement sur les maisons familiales rurales, donc ça apparaît dans 1937, hein, c'est une époque du Front populaire, il y a une forte exode rural, et les MFR vont se donner comme objectif l'éducation professionnelle des jeunes, donc là, elles sont issues du mouvement de syndicalisme d'inclination sioniste, hein, et s'inscrivent donc dans le mouvement de l'éducation populaire, donc il y a une contestation de l'ordre social. Elles se donnent comme mission aussi de former des citoyens en augmentant leur puissance démocratique d'agir, donc dans une optique de formation émancipatrice intégrale, mais aussi en termes de social, on va dire une émancipation sociale et collective, puisque les territoires, parce que les MFR, quand elles s'installent, elles créent de l'emploi, elles occupent un rôle d'animation culturelle, elles jouent un rôle politique aussi par son réseau, qui d'ailleurs fait la promotion et défend les intérêts du monde rural au niveau national. Donc, tout ça pour dire que les MFR jouent un rôle important et puis que, on voit aujourd'hui, il y a vraiment un succès puisqu'elles sont aujourd'hui, il y en a 495 en France, 500 dans le monde, donc ça s'internationalise. Il y en a 4 au Québec, quelques-unes en Ontario. Donc, 65 000 jeunes, ça reste très marginal, mais quand même, c'est une organisation qui a quand même une certaine ampleur en France. Donc, on voyait aussi, vous avez vu qu'il y avait beaucoup de succès. Donc, elles dépassent, ce qui est encore plus fabuleux, c'est qu'elles accueillent maintenant non seulement des jeunes ruraux, mais elles accueillent aussi des jeunes qui sont en échec scolaire. Et elles performent mieux, si vous regardez les résultats, elles sont supérieures au modèle traditionnel. Et donc là, je vais passer sur tout ce qu'on avait vu, en fin de compte, ce qu'on avait cherché. Là, vous avez vu le tableau, là, finalement, avec toutes les différentes dimensions, comment est-ce qu'on avait mis ça, là, comment est-ce que vous avez présenté ça, puis également, comment dans chaque dimension, bien, on trouve cette dynamique d'attachement, transformation, détachement, qui sont assez présentes lorsqu'on a fait nos entretiens. Donc, les personnes, c'est sûr qu'elles ne nous disent pas que je travaille sur la dimension économique de Fraser, mais elles vont parler plutôt en termes de professionnalisation, d'accès à l'emploi,
d'autonomie, d'indépendance financière. Donc, c'est pareil pour la dimension culturelle. Ça renvoie à des pratiques, des mécanismes organisationnels qu'on a assez bien identifiés, que vous verrez, on a un article qui s'en vient, qui sera dans le chapitre justement du livre de Nancy Fraser du CRIS. Donc là, vous aurez un peu plus le détail. Et donc, pour nous, on s'est aperçu que la dimension culturelle était sans doute précurseur dans des autres dimensions au sein des MFR. On a vu qu'il y avait aussi des liens plutôt synergiques entre les pratiques qui mettent l'émancipation dans l'émancipation culturelle aussi, qui vont les jeunes, par exemple les jeunes qui vont accueillir une délégation politique. Il y a aussi, on voit des liens plus ambigus entre les dimensions culturelles et économiques. Ça aussi, on l'a fait aussi ressortir parce que le stage en entreprise, c'est vraiment l'élément central du modèle MFR. Donc, le stage est vraiment indispensable. Si vous pouviez penser à conclure. Oui. Donc, c'est pour ça que nos contributions, on propose un modèle conceptuel fraisérien. Comment une organisation peut finalement émanciper des personnes, des individus sur l'enjeu social de l'insertion professionnelle des populations défavorisées. Et puis, ce qui a émergé, donc, c'est la question, on parlait des frontières organisationnelles, donc le phénomène de l'émancipation organisée. Donc, on pourrait contribuer à la discussion sur cet élément de la gestion entre le lien entre l'intérieur et l'extérieur de l'organisation. Donc, première phase avec l'environnement très familier, protecteur, cocon familial un peu ontologique de Giddens, là. Puis, dans une deuxième phase, des environnements externes assez contrôlés, des zones tampons, le passage vers l'environnement externe, l'autonomisation, hein, ça renvoie à cette idée force de faire bien attention, à bien prévoir, de s'émanciper de l'organisation émancipatrice et que ça joue quand même un rôle assez important, clé pour comprendre le modèle AMFR. Donc, au niveau des contributions à la théorie de justice sociale, on peut contribuer justement à la réflexion sur le problème de ces articulations entre les dimensions. Donc, comment est-ce qu'on peut articuler, les équilibrer, et ça, c'est pas toujours très clair. Ensuite, on a peut-être, pour finir, c'est peut-être les limites et les recherches futures. Donc, il y a un côté essentialisme individuel dans la recherche sur l'émancipation dans ce domaine qui est un problème chez nous, puisque finalement, la macro-émancipation, ça dépeint les individus comme naturellement enclins à s'émanciper s'ils sont correctement éclairés, entre guillemets. Donc, il y a un individu comme autonome qui s'efforce de sortir, alors que les critiques de la micro-émancipation, ça va plutôt en remettre en question la capacité ou le désir réel qu'ont les acteurs organisationnels à œuvrer pour l'émancipation et au-delà de leurs bénéfices personnels immédiats. Ensuite, merci Stéphane, merci beaucoup. Je vous rappelle qu'on a tous écouté vos conférences. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de faire ressortir quelques points saillants en 5-7 minutes, puis de vous présenter. Puis après, de nourrir la discussion. Donc, merci beaucoup Stéphane. Qui voudrait continuer, prendre la parole suite à cette première conférence? Jonathan ou Jade ou Dan? Peut-être que je pourrais me lancer. Ou Adriane. C'est Jonathan? Oui, c'est moi qui parle, oui. Alors, parfait. Je vous mets en avant. Je te mets en avant. Ah. Super. Oui. Tu vas arriver. Attends. Vas-y, peut-être vas-y. on peut me mettre avec Dan aussi, parce qu'on est un duo, en fait. On a écrit un duo. Texte ensemble. Oui. Déjà, j'essaye simplement la mise en avant sans duo. Super. Parfait, c'est bien. Donc, je vais me présenter. Mon nom, c'est Jonathan Durand-Folco. Je suis professeur adjoint à l'École d'innovation sociale Élisabeth Bruyère, qui est située à l'Université de Saint-Paul à Ottawa. J'ai écrit un texte en collaboration avec Dan Fukuhara-Marquez, donc qui va se présenter après moi. Et je vais essayer de présenter en 2 minutes à peine, disons, les grandes lignes de cet article, de ce début d'article, disons, et de cette vidéo qu'on a préparée. Donc, de notre côté, ce qu'on a voulu faire, c'est de montrer les fondements, on pourrait dire philosophiques, théoriques, d'une approche émancipatrice de l'innovation sociale. Dans ce contexte, il y a plusieurs définitions possibles. Il y a une autre conférence dans ce panel, je pense entre autres par Jade et d'autres personnes qui avaient présenté l'approche entrepreneuriale d'un côté, une approche
territoriale inspirée de l'économie sociale et une approche de rupture. Donc, nous, on essaie aussi de définir quelle serait une approche non entrepreneuriale. On a, disons, une formulation peut-être un peu différente de la leur, mais on a essayé d'insister sur le fait que pour comprendre les innovations sociales, il serait intéressant de se poser la question de la relation au monde. Donc, on prend un peu cet angle-là d'analyse pour être capable de voir comment on peut, en quelque sorte, comprendre les innovations sociales de la façon dont les différents individus et groupes vont interagir entre eux, vont nouer des rapports basés soit sur des liens démocratiques, des liens d'entraide, de support, de don contre don. Et Dan va davantage parler de ça. Donc, l'approche basée sur la démocratie comme forme de vie chez John Dewey. Et puis, ce que je présente dans la première partie de la vidéo, c'est de montrer que la conception, on pourrait dire, dominante des innovations sociales est davantage l'approche néolibérale ou entrepreneuriale, car elle est en quelque sorte basée sur une approche où l'individu se conçoit d'emblée comme une entreprise ou comme entrepreneur de sa propre vie, et la forme de l'entreprise, la forme des rapports marchands, la logique de performance, que ce soit dans les méthodes d'évaluation d'impact ou ainsi de suite, vont avoir tendance à vraiment opérer au niveau des différentes organisations, qu'elles soient à but lucratif ou non. Elles vont avoir tendance à pénétrer les sphères de l'économie sociale, de l'entrepreneuriat social, des groupes communautaires. Et cette vision dominante, de notre côté, on s'inspire un peu du cadre théorique de Pierre Dardot et Christian Laval, de l'approche de Michel Foucault, qui vraiment voit les innovations sociales, mais en fait, qui voit le néolibéralisme non pas uniquement comme des grandes politiques économiques, mais comme une forme de subjectivation, c'est-à-dire de relation au monde, de façon dont les gens vont se concevoir en tant qu'individus comme étant des entreprises. Et de notre côté, ce qu'on essaie de faire, et là, je vais passer la parole à Dan, c'est de montrer que ce n'est pas la seule façon de se relier au monde, de se concevoir en tant qu'individu. Il y a une autre approche qu'on considère comme étant ancrée dans des pratiques émancipatrices, des formes de don contre don, d'entraide et de démocratie comme forme de vie. Donc, j'essaie ici de ressortir les grands traits de ce qu'on voulait dire et je vais passer la parole à Dan qui va se présenter. Merci beaucoup. Oui, merci Jonathan. Donc, effectivement, comme Jonathan vient de dire, l'idée de notre article était de réfléchir ce qui seraient les fondements politiques, disons, ou philosophico-politiques d'une approche de l'innovation sociale émancipatrice. Pour ceux et celles qui étaient là ce matin à la discussion avec Loïc Blondiau, il a évoqué beaucoup le fait que la démocratie n'est pas seulement un régime politique, mais elle est également un mode de vie, hein, une culture politique. Et donc, cette idée, elle vient du philosophe américain John Dewey, qu'on a mobilisé dans l'article. Et puis, Dewey nous donne en fait le cadre de fond, si on veut, la démocratie comme mode de vie, c'est-à-dire une série d'habitudes d'action, dirait Dewey, des pratiques quotidiennes qui engendrent des relations sociales, des relations au monde, donc des relations à la fois à autrui et à notre environnement. Et dans l'interaction de ces choses-là, doit ressortir une manière d'habiter le monde qui est démocratique. Et donc, dans cette manière d'habiter le monde qui est démocratique, les formes multiples de relations sociales qui devraient apparaître dans une société, disons, démocratique idéale, seraient notamment le care, donc toute la question de l'éthique du care, du soin, d'un côté, et de l'autre côté, toute la question du don. Donc, c'est les deux formes qui ne sont pas du tout, qui n'épuisent pas du tout les formes que devrait prendre la démocratie comme mode de vie, mais ce sont deux formes importantes qu'on a voulu mettre de l'avant dans l'article. Donc, il y a déjà quelques travaux qui ont été faits qui essayent d'articuler don et care. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est mettre don et care dans un cadre théorique et normatif plus large, qui est celui de la démocratie comme mode de vie, tel que le conçoit Dewey. Donc, c'est un peu pour esquisser les grandes lignes de comment on pourrait concevoir ou comment on pourrait évaluer même des pratiques d'innovation sociale qui seraient véritablement émancipatrices
en produisant, en fabriquant des relations de care, des relations de don. Et en fait, c'est pas simplement une approche, disons, théorique, mais en fait, on constate déjà que les personnes qui œuvrent dans les domaines du care, par exemple, ou dans des initiatives citoyennes de commun, sont déjà un peu dans ce type de relation au monde, sont déjà un peu dans ce type de pratiques quotidiennes qui nous permettent d'entrevoir la démocratie comme mode de vie et donc des innovations sociales émancipatrices. Donc voilà, je m'arrête ici. J'ai oublié de me présenter. Dan Furukawa-Marquez, je suis professeur au département de sociologie de l'Université Laval. Merci beaucoup, Dan et Jonathan. Il reste Jade et Adriane. Adriane, my pronunciation of your name is right, Adriane? Yeah, I was right. That's fine, Caroline. Can be Adrienne. Okay, perfect. So, do you want to continue the conversation? Yeah, Firstly, I'm sorry, I don't speak French and I barely understand, so I'm losing a lot of your presentations. I tried to watch the videos and I did not get still the full papers, but I look forward to do that because your presentations are so interesting and have a lot to do with what I'm presenting here. So, Carol, I can share my screen. Can I share my screen? Yes. Okay. I think Is it possible? Yeah. Okay, perfect. Can you see? Yes? Yes. Okay. So just to help me to go briefly, to be fast, and I'm presenting. My presentation is about social innovation in the Global South. I'm from Brazil, from the south of Brazil, in Sino, the University. So my objective is to contribute to the development of a construct on transformative social innovation in the Global South. Adrienne, sorry, perhaps I should repeat my the requirement in English. It's only 5 or 7 minutes to highlight the principal points. Is it okay? Yeah. Perfect. Sorry. Go ahead. But good to remember, I will hear what Okay, thank you, Carol. So just to contribute to this theoretical and ethical references to promote an analysis experience, especially in the Latin American context. The main question is to what extent will social innovation be able to solve the problems created by capitalism, modern, patriarchal, colonial modernity in the Global South? What are the specificities of South and how they impact on the production of social innovation, aimed at transformation, and how do post-colonial perspectives and decolonial theories can expand or not the channel of social innovation? Social innovation is a concept created in the Global North, and South is understood as a product of North. So, since the social, when we define social problems to be addressed by social innovation, we need they are not only social South, but also epistemological problems. So, like colonialism, like a double face of the social question, together to capitalism. And so, how we define it, and who and how define is defined, what to innovate, for what, for whom, and how. So, the need to articulate the social justice with cognitive justice using Boaventura de Sousa Santos frame. So I discussed initially the possibility of integration of perspectives.
but like two issues. So my more instrumental one and political in the medium of democracy one, disruptive counter-hegemony, and not just to provide the means, but to rescue values, knowledge, identities that were demarcated. So how are the important here is to understand the political dimensions also need to give voice for those who were not invisible of the global south, and how to hear this their voice. I use the epistemology of the south of both cultural as the initial entrance, so as a deconstruction of the northern canons and open new the sociology of absence, these deconstruct five monocultures or hegemonicologicals. So knowledge, not only scientific production, not only capitalist, social classification, not only white and male, scale, not only global, but local, and temporality. Many times that can, not something that is anachronic or old, but new meanings. So first deconstruct, and also, and after open new multiple possibilities of experiences of this dialogue between different knowledge, different kinds of conceiving development and work, recognitions, democracy and communication. And finally, so how can social innovation expand its channel? And expanding in epistemological, but also expanding in this way in ethical, political meaning and methodological meaning, and articulating these dimensions. So using these references, these epistemologies from South, and not also these decolonial theories, and also looking for experiences that normally, and Carolina Dion was talking a lot about this today, experiences that in general are considered dequalified, the anachronic, old, and not innovated, but expanding its canon, economic, social, aesthetic, or technological standard relegated to this condition of inferior can mean highly innovative practices because they trigger local knowledge and vocations, forms of well-being, and integrate economy with life. So very fast is this, the paper will be available, and also my video, and I'm sorry for not being so able to interact with you in English. Thank you very much, Carol. Thanks a lot, and no excuse, because I'm sure that I'm not able to speak your mother tongue, so next time perhaps. So Jade. Oui, est-ce que Caroline, vous pouvez mettre aussi la caméra de mon collègue Sébastien Palliot? Oui, s'il vous plaît. Oui. Qui va introduire notre petite intervention. Et voilà. Ça ne saurait tarder. Super. Alors, il y a deux solutions. Ou quelqu'un m'a levé la... Sébastien, si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez mettre en marche votre caméra? A priori, normalement, ça devrait fonctionner, mais ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Ah, alors c'est parce que... Est-ce que la personne qui est chargée de m'aider m'entend? Est-ce qu'elle peut me redonner le droit de mettre en marche la vidéo? Caroline, moi, je n'ai pas accès aux différentes fonctionnalités qui me permettent d'agir sur les... Je clique sur demander de mettre en marche la vidéo. Ouais. Non, je le vois, moi, Caroline, mais ça m'a allumé votre caméra, mais je pense que en fait, je peux pas le faire, moi, de là où je suis. Bon, mais
Ah, ok. Eh bien, vous serez notre invité mystère. Alors, Je suis l'invité mystère, mais Sébastien. je vais introduire, je vais juste me présenter. De toute façon, c'est Jade qui va présenter l'essentiel du propos, juste pour resituer le fait que la communication est écrite à quatre mains, donc avec Clara Bourgeois, Olivier Palluot, moi-même et Jade. Donc moi, je suis docteur en géographie, je suis consultant au sein d'une SCOP qui s'appelle ELIX. C'est le cas aussi d'Olivier et Clara. Et le cadre dans lequel on proposait cette communication, c'est le cadre d'un LabCom, un laboratoire commun qui est entre la SCOP, notre société coopérative qui s'appelle ELIX, qui est basée en France et qui est une structure qui travaille sur l'innovation sociale, et la Maison des sciences de l'homme et de la société de l'Université de Poitiers. Donc un LabCom, c'est la réunion, la création d'un laboratoire commun entre une entreprise et un établissement de recherche. Ce LabCom, il a pour nom Destin et travaille spécifiquement sur cette notion d'innovation sociale de rupture, qui part d'une critique de la manière dont l'innovation sociale s'institutionnalise en France. Et c'est ce que et Jade va vous en présenter les principaux éléments. Merci Sébastien. Donc juste peut-être pour dire qui je suis. Donc moi je suis doctorante en CIFRE au sein de la société coopérative ELIX et au sein d'un laboratoire à l'Université de Poitiers. Et donc comme vous l'a précisé Sébastien tout à l'heure, nous on est plutôt des acteurs de terrain qui sommes au plus près des porteurs de projets d'innovation sociale. Et ces porteurs de projets d'innovation sociale sont eux-mêmes en lien avec les acteurs institutionnels de l'innovation sociale. Et on se rend bien compte qu'il commence à y avoir un peu un malentendu sur la fonction, l'utilité de ce qu'est l'innovation sociale entre ces différents acteurs. Et donc, notre contribution modeste aujourd'hui, c'est de proposer et d'apporter une réponse, une grille de lecture qui soit en capacité d'identifier les solutions de transformation forte d'innovation sociale. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous propose d'échanger autour des innovations sociales de rupture. Donc, durant une dizaine d'années, le champ de l'innovation sociale s'est demandé un peu ce qu'était l'innovation sociale. Maintenant qu'on sait à peu près ce que recouvre l'innovation sociale, on se retrouve piégé, on est face à des difficultés lorsqu'on a plusieurs projets d'innovation sociale et qu'il faut en choisir qu'un, et lequel choisir politiquement et pourquoi appuyer un projet en particulier. Et donc, c'est un peu dans ce champ et dans ce contexte particulier que l'innovation sociale s'inscrit dans la critique du coup qui existe depuis une dizaine d'années d'institutionnalisation de l'innovation sociale, en particulier en France, qui, comme a commencé à l'évoquer tout à l'heure Jonathan, pour nous a scindé le champ de l'innovation sociale en deux approches dominantes. D'un côté, une lecture plutôt entrepreneuriale qui appuie l'impact, et de l'autre côté, une approche plus processuelle qui s'appuie sur le local et les expérimentations très localisées. Et donc, pour nous, en l'état, les effets réels en matière de transformation sociale demeurent plutôt limités, voire assez critiquables. Et donc, on s'est demandé comment est-ce qu'on pourrait renforcer le potentiel de transformation de démarches d'innovation sociale. Et donc, pour cela, on a imaginé un étalon qui serait en capacité de saisir les limites et d'identifier des leviers pour accompagner des démarches d'innovation sociale dans la promesse de transformation et de contribution à l'intérêt général. Et donc, pour cela, on s'est inspiré de la démarche weberienne de l'idéal type pour permettre de jauger de quelle manière les démarches mises en place dans la réalité pouvaient se rapprocher ou s'éloigner de l'idéal type que nous, on a projeté et que nous, on a imaginé. Et donc, cet idéal type, c'est donc l'innovation sociale de rupture. Et donc, nous, on s'appuie sur 4 grands éléments principaux pour la définir et pour imaginer cet idéal type en particulier. Tout d'abord, c'est un changement de paradigme, donc plus précisément une modification dans la manière de se représenter la réalité ou la vision de la société, de la pensée et donc d'agir de cette manière. Cela vient s'appuyer du coup sur une combinaison d'innovations qui sont de différentes natures, qui peuvent être des services, des produits, des politiques publiques, des modèles économiques, des représentations sociales ou culturelles, et donc qui contribuent toutes ensemble, qui résonnent ensemble et qui contribuent toutes ensemble au changement
souhaité et espéré. Et donc, cette combinaison nécessaire d'innovation s'appuie en fait sur des acteurs hétérogènes, des acteurs qui sont hétérogènes en termes de statut, de compétences, d'intérêt, de vision, et qui vont permettre tous ensemble d'arriver à des changements qui s'inscrivent à différents niveaux. Donc, on n'est vraiment plus du tout sur une approche de porteur de projet unique, mais on est vraiment sur une approche plus collective, plus systémique, plus globale. Et donc, on va se rendre compte que ces innovations, cette combinaison d'innovations portées par des acteurs hétérogènes, elles vont venir agir à différents niveaux, à différentes échelles, qui résonnent bien sûr entre elles et qui tentent toutes ensemble d'apporter une réponse qui soit réellement transformative et à la hauteur des enjeux. Et donc, la problématique qu'on rencontre, c'est que cette approche, elle rentre dans aucun dispositif d'appui à l'innovation sociale et du coup, qu'elle vient bousculer la représentation institutionnelle de l'innovation sociale en France. Peut-être juste pour conclure et pour ouvrir un petit peu sur les perspectives, nous, ce qu'on a identifié, c'est que cette approche en particulier, elle vient un petit peu repolitiser les démarches, dans le sens où l'innovation sociale de rupture, elle vient bousculer les acteurs de pouvoir sur un champ spécifique. Et donc, on n'est vraiment plus du tout dans une logique projet, mais on est dans une logique de résolution de problématiques sociétales identifiées. Et donc, ça amène à repenser, à replacer l'innovation sociale dans la vie politique, au centre de la société. Et puis, dernière petit point pour finir, on se rend compte que l'innovation sociale de rupture vient remettre sur le devant de la scène les jeux de coopération qui peut exister entre les acteurs et la co-responsabilité qui existe entre des acteurs, en particulier entre la société civile, les acteurs publics et les entreprises, qui en fait sont tous porteurs d'une partie du changement et qui ont besoin d'être ensemble pour transformer notre société. Et donc, ça ouvre des pistes et des possibles sur l'émergence, le développement et l'appui à de tels collectifs qui viendraient transformer la société au bénéfice de l'intérêt général. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis, excusez sûrement mes fautes en anglais. C'était seulement pour donner quelques éléments de votre conférence à Adriane. Et écrire vite avec 3 doigts dans sa langue maternelle, c'est déjà pas facile, mais dans sa seconde langue, c'est encore plus compliqué. Donc, j'aimerais savoir s'il y a des questions aux conférenciers, puisque nous avons maintenant au moins 20 minutes de conversation entre nous. Donc, est-ce qu'il y aurait des personnes dans la salle qui souhaiteraient poser des questions via le chat? Je ne voyais pas de questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou non? Sinon, pour aider les participants, disons, à se lancer, j'aurais eu moi-même quelques questions que j'avais préparées un peu en avance. Alors, ma première question, elle est pour Stéphane. Donc, I'm going to raise some questions for all the panelists, and I'm going to begin by Stefan, the lucky man. Alors, Stéphane, ma première question, c'est quand j'ai écouté votre entrevue, vous avez évoqué, en fait, je pense que c'était Luc Bress, qui évoquait les liens particuliers avec de ces projets de maisons rurales avec les élus ruraux, les élus locaux. Et une partie de la littérature, non pas sur ces objets-là, mais sur d'autres objets, elle souligne que ces liens peuvent être très positifs dans l'implantation des projets, mais que ça peut aussi favoriser une forme de clientélisme et en fait de subordination des acteurs sociaux. Alors, ça c'est sur un œil de lecture critique du clientélisme, il peut y avoir aussi d'autres lectures. Mais je voulais savoir si dans ce cas-ci, ça n'a pas eu lieu, puis pourquoi. Donc ça, c'était ma première question. Puis ma deuxième question, c'est
pourquoi ces projets qui ont l'air d'être des réussites, ils n'ont pas été transférés dans le monde urbain? Alors, excusez, peut-être c'est une question d'ignorante, mais c'était ma question. I'm going to try to translate my question in English. So my first question was, what about the links between the leaders of rural houses and the political leaders? These links in the story of this project is an asset for the success of the project, but in the literature, some scholars have underlined that this proximity between the elected representatives and the leaders of social innovation can create some bossism relationships, which could be a burden for social innovation and could create subordination between social actors. So why is it the case in this example? First question. Second question. What was my second question? Yeah, why this model is only limited to the rural space, and why there is no an extension to the urban areas? Thanks a lot, Stéphane. Stéphane, excusez-moi, je peux prendre la parole là? Oui, bien sûr. Non, mais Stéphane, je peux, comme je suis dans l'équipe avec Stéphane, si tu veux, tu démarres et puis je compléterai, si tu veux bien. Ça te convient? Ah, et puis juste avant, je ne suis pas du tout spécialiste de vos champs, donc si jamais ma question justement est dans le champ, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Voilà. Oui. Oui, très bonne question. Oui, c'est ce que j'allais proposer. Et Catherine est vraiment la chercheuse. Je n'allais pas dire que c'est Madame Maison Familiale Rurale, mais c'est elle, là, c'est la spécialiste, ça fait des années qu'elle travaille là-dessus. Mais moi, je vais peut-être commencer pour la première de ce que j'ai pu voir, de ma compréhension aussi. C'est effectivement, il y a ce problème-là de clientélisme qui est évoqué. Mais pour beaucoup de maisons familiales rurales, et c'est ça qui est intéressant, c'est quand elles se sont ancrées dans le territoire, et bien évident qu'on a vu aussi, quand on voit sur certains directeurs de maisons familiales rurales, il y a tout un prestige, je dirais, qui vient avec, on apporte beaucoup de choses, et on s'est aperçu qu'il y avait énormément d'élus, finalement. Les directeurs maisons familiales sont des élus. Et donc participent aussi activement à positionner leur maison familiale et donc permettre comme ça un maillage, un ancrage territorial assez important. Donc oui, il y a un problème quand on n'a pas accès au pouvoir là, de devoir effectivement faire des représentations, etc. Auprès de certains représentants, mais il faut dire que l'avantage d'être en milieu rural, c'est que justement tout le monde se connaît aussi également. Donc il y a des familles, et donc là pour eux c'est plus facile de faire avancer, je pense aussi. Donc d'être élu là, ça facilite beaucoup de faire avancer leur situation là, et puis les différents dossiers qui sont en œuvre avec aussi toute l'entreprise, la petite entreprise, les associations travaillent beaucoup avec les coopératives, avec le milieu associatif et les collectivités territoriales. Donc ça forme un tout. Peut-être que Catherine, tu as d'autres choses à ajouter là-dessus. Je souscris tout à fait à ce que tu viens de dire, Stéphane. Oui, c'est ça. Il pourrait y avoir le risque du clientélisme, de la soumission à des élus locaux qui vont dire tiens, vous êtes pour financer ça, donc on contrepartie. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que c'est du politique maîtrisé. C'est-à-dire que les MFR ont vraiment, d'où organisation émancipatrice, hein, c'est vraiment leur objectif, c'est le jeune.
leur bien commun, enfin leur objectif, c'est le jeune, la formation du jeune, l'insertion du jeune, en faire un citoyen inséré dans la vie, pas seulement avoir un diplôme. Et ce faisant, c'est un peu l'histoire de l'argent nerf de la guerre. Hein. Ce faisant, elles ont besoin de moyens, puisqu'elles ne sont pas, comme l'a expliqué Stéphane, elles n'ont pas la manne étatique comme peut l'avoir l'acteur dominant, l'éducation nationale, dans le système éducatif. Et donc, il faut qu'elles trouvent des financements. Mais en trouvant, il nous a semblé de toutes nos études et nos analyses d'entretien, que le fait que les MFR aient cet objectif bien en tête, elles n'ont, finalement, qui tient les ficelles? Et ben, elles semblent, je ne sais pas si tu souscris Stéphane, c'est elles qui tiennent les ficelles. Elles ont besoin, elles arrivent à faire ce maillage territorial, faire ce réseau, ce jeu politique pour obtenir les fonds dont elles ont besoin, pour obtenir parfois des locaux, au bénéfice du jeune et faire nourrir le projet d'émancipation du jeune. Alors oui, effectivement, moi je trouve la question elle est très très intéressante. On peut continuer là-dessus, mais ces liens, c'est du réseau, c'est du politique qu'ils semblent bien maîtriser, l'air de rien. Organisation hybride, hein, en faisant profil bas, plus ou moins, mais ils arrivent à leur fin. Donc moi, je dirais, nous n'avons pas vu de clientélisme et de soumission. Stéphane, au contraire, et les élus locaux sont très contents parce que justement, et j'arrive à la deuxième question, pourquoi ces projets ne sont pas transférés dans le monde urbain? Elles sont majoritairement installées en milieu rural dans des zones désertées, enfin dans des zones enclavées, justement, où il n'y a personne. Donc les jeunes qui sont là, s'il n'y a pas les MFR, qu'est-ce qu'ils font, quoi? Et cette implantation fait que c'est pas, elles ont bien sûr besoin des élus locaux pour les aider, mais c'est aussi les élus locaux et c'est aussi le territoire qui a besoin des MFR. Parce que quand il y a une MFR, le territoire ne meurt pas. Quand il y a une MFR, il y a de l'emploi, il y a du monde, il y a de la vie. Et donc, qui tient la ficelle, quoi? Qui fait le chat, qui fait la souris? Enfin, on pourrait le dire de façon triviale de cette façon. Et nous n'avons pas trouvé dans toute l'étude, non, on ne peut pas parler, encore une fois, Stéphane, mais c'est une bonne question, hein, on va creuser. On ne peut pas parler de soumission et clientélisme. Hein. Non, mais non, mais c'est une très bonne question. À l'écoute de votre vidéo, ça me semblait très clair, mais je me disais, tiens, pourquoi il n'y a pas ça? Et aussi, c'est vrai qu'en vous écoutant, je me dis, ma question de la transition de la ville, enfin de la campagne à la ville, enfin du monde rural à la ville, elle est un peu stupide parce que c'est vrai, c'est des déserts, c'est quoi le terme exact? Je ne sais pas si on peut dire, c'est des territoires désertés. Ouais, si c'est des territoires ou en perdition, qui perdent de la population, donc c'est sûr que les besoins sont différents. Alors peut-être que ma question était moins pertinente maintenant à la vue de votre réponse. Mais merci beaucoup pour votre réponse. Est-ce que, parce que je ne veux pas être la seule à poser des questions, est-ce que même les conférenciers entre eux auraient des questions plutôt que ce soit toujours l'animatrice qui parle? Et surtout le public. Ah, ML, Marie Langevin. Vas-y Marie. Ça va, j'ai ouvert mon micro, parfait. OK. Merci, Caroline. Alors oui, une question pour Jonathan et pour Dan. Si après, tu peux la traduire en anglais. Et puis si Jonathan et Dan, vous pouvez aussi traduire vos réponses en anglais. Tu veux que je traduise ma question en français, en anglais, si c'est possible pour toi. OK. Ben, je sais pas, c'est un peu... Ouais. Honnêtement, je n'étais pas préparée pour ça. Là. Je vais commencer par l'exprimer en français, puis je verrai. Non, c'est pas que je peux pas, mais ça me prend un peu de cours, fait que je n'étais pas préparée pour ça. Donc, une question sur le cadre théorique des oui. En fait, c'est pas quelque chose que moi, je connaissais bien et ça m'a suscité toutes sortes de questions quand je vous ai écouté hier dans la capsule et je me suis demandé
comment, en particulier en ce qui concerne la dimension du care, comment on peut intégrer le care dans une dimension, en fait, pour en faire quelque chose d'émancipateur. Puis ma question, en fait, elle vient, c'est que je me suis dit, comment est-ce que ça peut s'articuler, cet aspect-là, de considérer le care comme un don, en tenant compte de tout le travail qui a été fait par les théoriciennes féministes, entre autres matérialistes chez Delphi, ou encore plus récemment avec ce qu'on retrouve avec Federici, qui nous dit le travail de reproduction qui a longtemps été dans le privé, qui a manqué de reconnaissance. Il y a tout un long travail qui a été fait par les féministes pour ramener ça dans le public puis réclamer une reconnaissance pour ça. Et là, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un risque de recul si on retire en fait une reconnaissance comme travail qui est non seulement reproductif, mais productif, c'est-à-dire qu'il y a prétention légitime à obtenir une forme de distribution dans ce qui est produit dans l'économie, qu'elle soit capitaliste ou pas. Puis là, je me suis demandé comment on peut concilier cette compréhension-là chez Dewey du care comme un don, et peut-être que là, je me trompe, comme je dis, je ne connais pas bien son cadre théorique, comment on peut concilier ça avec le travail des féministes matérialistes ou encore comme chez Federici? Je vais peut-être commencer à répondre et Jonathan complétera, mais premièrement, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est pas de confondre les trois choses. Donc, il y a trois éléments, en fait, importants de réponse. C'est la conceptualisation de la démocratie chez Dewey, qui la voit comme, non pas un régime politique simplement, donc il y a cet aspect-là de la démocratie, un peu comme disait Blondiot ce matin, mais il y a aussi, et peut-être surtout, la question du mode de vie. Donc, la démocratie, si elle n'est pas incarnée dans des habitudes quotidiennes, dans des pratiques quotidiennes, dans des relations sociales, on aura toujours énormément de difficultés à construire une quelconque société qui se veut démocratique. Donc, autrement dit, ce n'est pas juste dans les institutions qu'on doit avoir de la démocratie, mais c'est vraiment dans les institutions politique publique, mais aussi dans les institutions tout court. Donc, lui va dire, à l'école, on doit avoir de la démocratie. Au travail, on doit avoir de la démocratie. Dans la famille, on doit avoir de la démocratie. Donc, ça, c'est le point de départ un peu, disons, du cadre normatif, parce que Dewey va dire que la démocratie est le meilleur régime politique, donc moralement parlant. Pourquoi? Parce que c'est celui qui permet le mieux à la fois l'épanouissement, la réalisation de soi et la réalisation du social ou de la société. Et c'est dans l'expérience dans l'imbrication, dans l'interaction, dans la transaction, on va dire Dewey, de l'individu, du social, dans des expérimentations démocratiques, qu'on peut essayer de construire quelque chose d'intéressant, donc une société, disons, idéale, démocratique. Donc ça, c'est le point de départ. Une fois qu'on a dit ça, on a essayé de montrer comment, plus concrètement, ces choses-là peuvent se passer. Et donc là, on a identifié deux types de relations au monde, qui sont d'une part les relations de care et d'autre part les relations de don. Donc, on n'est pas en train de dire que c'est la même chose du tout, c'est vraiment deux choses différentes. Et au départ, notre ambition était plus grande et on allait inclure là-dedans des relations de résonance, telles que le théorise Armut Rosa. On allait inclure les relations de coopération, telles que le théorisent certaines personnes comme Richard Sennett, par exemple, et potentiellement le commun, ou les communs. Donc là, on s'est restreint seulement à don et care parce que, bon, par manque d'espace, etc., mais on a quand même l'ambition dans un projet peut-être plus large d'inclure plusieurs autres types de relations qui pourraient, dans le fond, alimenter cette conception-là de la démocratie comme forme de vie de manière un peu plus concrète. Donc, démocratie comme forme de vie, comme pratique quotidienne, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire une multiplication de relations de care, une multiplication de relations de don, une multiplication de coopération, de résonance, etc. Donc, c'est un peu ça l'idée derrière. Donc, ça n'enlève rien, autrement dit, à tout ce qui a été dit par Federici, etc. Ça fait partie intégrale. Et ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est qu'il y a d'abord une volonté justement de reconnaître que ces choses-là sont déjà existantes. Donc, on est déjà dans plusieurs types d'expériences citoyennes qui mettent de l'avant, par exemple, les relations de don ou de care. Et donc, dans un premier temps, il y a une volonté descriptive de dire voici ce qui se passe déjà. Et on la combine avec, disons, une approche normative qui est celle de dire que ces relations-là ne doivent pas seulement être reconnues, mais on doit les favoriser. On doit les aider à se multiplier dans une optique de construction d'une société idéale démocratique, disons.
Est-ce qu'il y aurait eu d'autres questions? Peut-être tu voudrais compléter avec quelque chose. Mais... Je peux poser. Moi, j'arrive pas à utiliser le chat pour demander la parole, mais est-ce que je peux poser une question justement sur votre présentation, Jonathan et Dan, et sur alors même chose, du way je connais pas trop. En revanche, j'avais lu à une époque beaucoup sur le don contre don, Marcel Mauss, bien sûr. Est-ce que ça complète? Comment se situent les travaux de Mauss par rapport à ceux du Way, et en quoi ça alimente ce qu'a écrit Mauss, ça alimente cette réflexion sur la démocratie, une autre approche plus émancipatrice de l'innovation sociale? Et voilà, c'est une question presque de béotien parce que je connais pas du tout, mais je trouve rien que le mot, il sonne bien quoi dans le contexte contemporain. Envisager des pistes basées sur le don, le contre-don, je trouve ça intéressant. Peut-être que je peux rebondir pour compléter puis prendre les deux questions ensemble. Je pense que Dan a bien amené les éléments. Je dirais, pour mettre un peu en contexte, on est vraiment au tout début d'une réflexion. Donc, on pourrait dire on est vraiment au stade embryonnaire ou d'incubation, d'idéation, mais on a des intuitions, je dirais, à la fois théoriques, sociologiques, philosophiques, sur le fait que il serait important de concevoir les innovations sociales, non uniquement du point de vue institutionnel, comme il y a beaucoup de littérature qui ont été faites, du point de vue organisationnel, il y a beaucoup de choses qui se font aussi, mais on pourrait dire du point de vue relationnel, processuel, au niveau des pratiques sociales et au niveau de type de relations qui se créent entre les êtres humains et leur milieu. Et à partir de ça, là, on est au tout début du travail parce qu'on s'est dit, OK, il y a plein de cadres théoriques différents. Il y a par exemple l'approche de John Dewey, qu'on trouve que beaucoup d'éléments qui nous permettent d'éclairer certaines pratiques sociales dans des initiatives d'innovation sociale émancipatrices. Il y a l'approche du CARE, qui est un framework, un cadre théorique différent, mais qui a quand même des liens à faire ici. Entre autres, avec l'approche du Mauss, nous, on prévoit, c'est un peu un scoop, mais on prévoit dans les prochains mois rédiger un article pour la revue du Mauss pour faire un travail de liaison. Déjà, le Mauss ont écrit des travaux sur rapport entre don et care, ou entre don et démocratie, ou entre don et d'autres concepts théoriques. Donc, ils essaient d'avoir une approche anti-utilitariste pour aborder les relations humaines. Et nous, on croit que l'approche de Dewey permettrait de compléter, et avec la suggestion qui a été faite avec les théories féministes matérialistes, donc sur non seulement les relations de care, mais le travail de care. Donc, on voit ça comme un travail de reproduction sociale. C'est un autre travail théorique. Je ne suis pas expert des théories féministes matérialistes, mais je pense que beaucoup à aller chercher de ce côté-là. Federici fait des liens entre care commun. Donc, il y a vraiment, je dirais, il y aurait beaucoup d'articles où c'est plutôt un embryon de programme de recherche large pour étudier les innovations sociales, non d'un point de vue structurel uniquement, point de vue d'organisation, d'entreprise, mais vraiment comme type de relation qu'on peut créer. Donc, je dirais que nous, on approche Dewey, mais on espère faire des liens entre Dewey, Care, Don, et c'est quelque chose qui est assez ambitieux et qu'on n'a pas été capable de vraiment bien amener, développer dans le cadre de cette courte présentation ici. Donc, on est tout au début de notre démarche. Carol, maybe you can speak briefly about the questions in the chat. Yes, of course. And also, Stefan has a question for you. Okay. So, go ahead. Bonjour. Hi, Adrian. We have the same origin, probably Ferrarini, Pisani, so we have Italian probably descent. But je vais le dire en français. Puis, c'est deux questions qui sont reliées entre elles. Là. After so many years of colonialism, economic, political, intellectual domination, I can imagine material and symbolic difficulties that could prevent the indigenous subaltern authors to speak of themselves, I will say, because as we say, few soft authors are cited in a world. So, so it's the reason why we see prosperous countries like Brazil, India, and South Africa. And also, second question, how to construct the acceptable criteria to identify what we call indigenous, to identify the methodologies,
what we call indigenous in a world where the hegemonic globalization enterprise is everywhere and very pregnant. Merci. Et je peux les traduire. Donc j'essaie de. Est-ce que tu veux que je les traduise ou en français peut-être Ah oui, peut-être. Donc la première question, c'était, j'essayais de savoir justement après toutes ces années de colonialisme, de domination intellectuelle, politique. I did not understand clearly your first question about the colonialism and how. Adrian, just a moment. I'm just translating what I've been asking, the question that I've been asking you in French. So like that you can, because some people maybe don't speak English. So that's why I'm translating my own questions. Donc la première des questions, c'était de savoir finalement justement sur le côté, après toutes les années de colonialisme et de domination intellectuelle, économique et politique, comment est-ce qu'on peut imaginer tout ce qui est les difficultés finalement matérielles et symboliques que peuvent avoir les auteurs subalternes, hein, je mets ça entre guillemets, indigènes, autochtones, pour parler finalement d'eux-mêmes. Et puis donc on sait que par exemple au niveau scientifique, on a très peu d'auteurs du Sud qui sont cités, et on s'aperçoit que beaucoup de pays, ce sont surtout les pays du Sud qui sont prospères, qui ont pu permettre justement d'avoir des auteurs, donc comme le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud. Et la deuxième question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut construire des critères acceptables pour identifier finalement les méthodologies ou les sites de ce qu'on appelle les indigènes, là, finalement les méthodologies autochtones, dans un monde où finalement il y a une hégémonie, une entreprise hégémonique de mondialisation vraiment prégnante et à grandeur est très prégnante, quoi. Voilà, merci. So, Adrienne? Yeah, I will begin with the last question, and after I will ask him Stefan to clarify the first one. But first, the criteria to identify methodologies and the ways of indigenous people act, I think I understood like that. In this kind of globalization we live, yeah, that's a big challenge. I think I am a researcher for more than 20 years of experiences in solidarity economy. And solidarity economy also involves, more recently, we recognize that these indigenous experiences also from the root, the south, from the south, they were our solidarity economy before cooperatives and other kinds from north that inspired and are the root of the north of solidarity economy. So I think through our Western theories, we already began some integration. For example, when we think about economy, the substantive economy in the way of Polanyi thinks that the social is together is embedded in economy. So we made many advances, but looking for these autochthonous people, there are another challenge because they do not only join political, economic, and social dimensions. They link it to nature, to a cosmovision of universe. They are a part of nature, and they are together. So it's I still do not have exactly this answer, but it's very interesting to understand. The connection is deeper, much more deeper from this kind of ancestrality. So, but we have the tools. The tools is understand the limitations of the Cartesian separation between the separation. Okay, and the first one, Stefan, I don't know if I understood when you said about the prosperous countries as Brazil and India. Could you repeat, please, the first question?
know if Stefan can repeat the first question very. Please, Stefan, you could repeat. I have a problem. I'm not used to this platform, so I'm always looking for the micro at the wrong place. Sorry, I'm still stuck with Zoom. So my first question was after so many years of colonialism, I can imagine material and symbolic difficulties that could prevent the indigenous subaltern authors to speak of themselves. Okay, yes. This is in the same direction. There is a situation that is already given, and we recently are being more open to understand. Although it's the extremicide and the decimation of these populations happen, but I think it's happened the same as one question that was. I think the answer is same that was in the chat about how to deal with the situation. For example, we have today the consolidation of financial capitalism, and we see, although our efforts to innovate socially in a democratic and transformative way, we see the inequalities high and higher all over the world, and now with the pandemic still more. So I think the answer could be what kind of conception we have of transformation or emancipation. Because there are two ways of look for that. One is in a functional way that we are losing something that in South we never have. We never have plenty policies in a good way enough for people. So, but we define ourselves many times as the North define us. We have a welfare state, but it was never enough. Brazil is the icon still of the inequality, and it used to be richer still, but losing many positions. But in a way, we see for this. Adrienne, I'm sorry, I have to cut you because I have got a question of the next panelist of the next conference. So I had to finish, and there is a last question for Jade. The question of OC. Jade, donc OC, est-ce que vous voulez reposer votre question oralement? Oui, en fait là, oui, je peux. Bonjour, Ophélie Couster. En fait, je suis agente de recherche pour un regroupement d'organismes communautaires. Je me demandais, en fait, simplement qu'on parle davantage de la grille de lecture, en fait, des innovations sociales de rupture. On a vraiment un enjeu, nous aussi, de mieux comprendre, mieux conceptualiser, en fait, nos approches en termes d'innovation sociale qu'on appelle plutôt davantage des actions de transformation sociale pour nous. Puis en fait, elle parlait notamment de l'enjeu de la reconnaissance de ces innovations sociales, de rupture, notamment au niveau politique. Fait que je me demandais si, en France notamment, il y avait eu une série de solutions, en tout cas des initiatives, des réflexions pour reconnaître ce genre d'initiative-là. Mais là, je pose cette question-là. En même temps, on peut certainement en discuter peut-être dans d'autres espaces du colloque, parce qu'il me semble qu'il y a vous pouvez prendre rendez-vous entre vous dans la section maillage. Jade, si vous pouviez synthétiser en 30 secondes une réponse que vous développerez davantage dans la section maillage. Je vais juste passer la parole à Sébastien qui n'a pas. J'ai déjà beaucoup parlé, donc je lui laisse les 30 dernières secondes pour. Super brièvement, parce que. Juste pour répondre à Ophélie, et en même temps, j'ai répondu un peu sur le chat. Je pense que la problématique qui se voit dans le champ de l'innovation sociale, qu'est-ce que c'est institutionnalisé en France, c'est que précisément,
les démarches et les actions les mouvements sociaux qui sont plutôt dans une logique politique, là on a vu les gilets jaunes, les ZAD, etc., sont pas du tout appréhendés comme des innovations sociales. Et dans les innovations sociales qui sont appuyées, je dirais de manière plus classique, en fait, tous les élus et les acteurs démocratiques sont complètement en dehors de ces processus. C'est-à-dire, en fait, on a plutôt des démarches d'innovation sociale qui sont appuyées sur un plan en termes d'ingénierie, mais qui ne sont pas du tout appréhendées sur un plan politique. Alors, il y a un écho assez fort, mais et pour le coup, la grille de lecture que l'on a, c'est de passer des logiques de caractérisation de l'innovation sociale qui ont fait de l'innovation sociale je dirais une logique technique à une hiérarchisation parmi l'ensemble de ce qu'on appelle l'innovation sociale. Est-ce que politiquement, au niveau de la société, qu'est-ce qui apparaît le plus pertinent et faire le plus sens? Et ça renvoie à la nécessité de rebondir sur des questions et des débats politiques. Je ne sais pas d'où venait l'écho. Alors, STR nous dit « Je profite que Carolina est arrivée. Je pense qu'il y a des points en commun entre son travail et celui de Dan et Jonathan. Un dialogue, vous pouvez renouer un dialogue très riche. Alors, n'hésitez pas à vous mailler. Hein. So, thanks a lot. C'était très intéressant. It was very interesting. And I'm very happy to participate in this conference and in this discussion with you. Donc, j'étais très contente de participer avec vous à cette conversation. Et j'espère vous revoir, on ne sait jamais.